C'est toujours le petit stress du début de se retrouver toute seule quand le direct démarre. Donc voilà, j'attends un tout petit peu que quelques personnes arrivent pour commencer le sujet. Et du coup, je vais brancher la page sur la page lettre périnate, rafraîchir. Alors, hop, hop, hop. Ok. Bon, c'est toujours le même truc. Moi, je voudrais un jour arriver à démarrer un live et paf, il y a 50 personnes connectées, ça serait vraiment super. Bon, et il faut démarrer petit, hein, donc voilà. Mais là, je démarre vraiment petit, il n'y a personne ce matin. Bon, allez, encore une petite minute, s'il vous plaît. Ah, chouette, une personne. Bienvenue. Donc, j'attends encore un petit poil parce que tout le monde n'arrive pas pile poil à l'heure. Et après, je vous parle du projet de naissance. Hello Jean-Claude. Donc oui, j'ai bossé tout le week-end, donc j'ai rien préparé de spécial pour ce lundi matin parce que je me suis dit, je vais mettre une thématique tous les lundis matins, je vais la poser d'avance et puis là, j'ai bossé tout le week-end sur mon e-book. Donc je me suis levée ce matin et je me suis dit quel sujet on va prendre, hein, quel sujet passionnant, puisque de toute façon, sur le sujet naissance, il y en a plein à développer. Donc je me suis dit, allez hop, vu que j'ai rien préparé, ce sera le projet de naissance. Et le projet de naissance version Sophie Gamelin-Lavoie, parce que du coup, là aussi, il y a beaucoup à dire. Bon, cette fois, j'ai mis mon petit micro. Je me suis fait un système qui devrait donner un son meilleur. En tout cas, quand la vidéo sera en replay. Donc, j'espère que c'est au top. Voilà. Bon, 3 personnes. Ouh, merci d'être là. J'attends encore un tout petit peu avant de développer le sujet projet de naissance version Sophie Gamelin-Lavoie. Il y a plein de trucs à dire super intéressants. Parce que tout le monde croit quelque chose, mais en fait, c'est pas toujours ce qu'on croit et surtout pas ce que les médias disent. Donc voilà, j'ai envie de développer ce sujet ce matin. Donc, bon, la prochaine fois, je m'amène un petit thé. Comme ça, on prendrait le thé ensemble, on ferait un papote salon. Ça pourrait être sympa aussi. Mais j'ai pas pensé là. Prochaine fois. Est-ce que, en tout cas, les personnes qui sont là déjà auraient une question particulière sur le projet de naissance? Moi, j'ai déjà mon petit plan sur ce que je vais présenter ce matin, avant d'interagir avec les personnes qui sont là. Mais s'il y a déjà une question ou une sorte de thématique à lancer par rapport à ce sujet, dites-moi en commentaire et je rebondis dessus avec plaisir. Donc bienvenue à tout le monde. Je vois qu'on est 6 déjà, c'est sympa. Allez, on démarre à 7. Allez, qui vient? C'est stressant d'être devant cette caméra, j'arrive pas à être détendue. Mais bon, ça va venir, ça va s'améliorer au fil des vidéos. Alors, bon, si ma page veut bien se rafraîchir, non, ça bug, merci l'ordi. Hop. Donc pas de questions, donc allez, je lance ma présentation. Donc le projet de naissance, on en entend beaucoup parler dans les médias. Il y a beaucoup de femmes qui imaginent que c'est une fiche avec je veux pas. Et puis, voilà, je le donne à l'équipe médicale, je le donne à mon médecin qui me suit, à l'obstétricien. Et forcément, j'ai ce que je veux. Donc voilà, j'écris, je lance mon papier. Limite, oui, je le lance sur le bureau, donc quand même pas. Et forcément, je dois avoir ce que je veux. Quelque part, il y a comme une obligation.
Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en vrai. Il y a à la fois tout un travail personnel à faire pour savoir ce qu'on veut mettre dans son projet, je vais développer tout à l'heure, et à la fois une communication à avoir avec l'équipe qu'on a en face, ou en tout cas le professionnel de santé qu'on a en face. Donc savoir ce qu'on veut, c'est un peu pour moi comme un projet de maison. C'est pas direct là dans un projet de naissance, alors ça je veux pas, forcément je dois avoir ce que je demande. C'est un peu brut, voilà. Or, quand on veut une maison, par exemple, et j'aime bien prendre cette comparaison, puisqu'un projet de maison, on ne va pas tout de suite réfléchir à la déco, qu'est-ce qu'on va mettre comme luminaire, comment on va agencer le plan de cuisine. On va d'abord réfléchir à des choses pratiques. Est-ce qu'on veut que ce soit en ville ou à la campagne? Est-ce qu'on veut que ce soit une petite ou une petite maison ou une grande maison? Est-ce qu'il faut que ce soit un logement fonctionnel parce qu'on a des enfants ou un logement où on va voir à grande échelle, à une vision plus lointaine quand les enfants seront partis par exemple, et on n'aura peut-être pas besoin de tant d'espace. Il y a toute une réflexion à faire aussi autour de est-ce que je veux que ce soit clé en main ou est-ce que je veux m'investir dans le projet, c'est-à-dire voir avec l'architecte quels matériaux on va prendre, comment on va faire le plan de cette maison, voilà, tous ces détails qui vont faire qu'on va commencer par la base, on pose un socle et après on pose les murs et après seulement on fait la déco. Donc le projet de naissance c'est un peu ça. Le truc c'est qu'on a vraiment 9 mois pour réfléchir et poser des objectifs et engranger des solutions par rapport à ce qu'on veut. Donc le temps imparti est très court, alors qu'une maison on peut se dire bon, le projet on peut l'avoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on a le temps de la réflexion. Donc par rapport à un projet autour de la naissance, ça doit être plus concis dans le temps. Alors, Sophie Mathieu qui me dit bonjour. Peut-on nous refuser de nous donner un bout de placenta? Je souhaite faire de l'isothérapie placentaire. Ouf, la question directe, super importante parce qu'elle est beaucoup posée dans les forums, effectivement, où il y a des expériences assez tristes de combat, je dirais. Combat verbal, combat psychologique. Alors, est-ce qu'on peut nous refuser? Oui, parce que alors, j'avais bossé sur le sujet, j'avais creusé les textes juridiques, les ressources à ce sujet. Oui, on peut vous le refuser, oui. Parce que c'est considéré comme un déchet et du coup, oui, on peut refuser. Alors, la source exacte, il faut que je recherche parce que j'ai perdu la copie de référence que j'avais. Je veux bien rechercher, bosser sur le sujet, oui. Mais il y a une ressource juridique qui fait que, oui, on peut vous refuser ça. Alors je trouve ça hallucinant parce que quelque part, voilà, c'est à soi. C'est fou parce qu'en fait, quand on se fait opérer les dents de sagesse, on vous les met dans un bocal et si vous voulez les emmener. Et on vous fait tout un foin pour le placenta. Donc, ouais. Je trouve ça dommage parce qu'il y a un vrai bénéfice à le récupérer. Et même, il peut y avoir un bénéfice aussi psychologique quand on veut le mettre dans son jardin, planter un arbre, etc. Enfin, faire toute une cérémonie autour de ça. Donc oui, là c'est la question. Mais merci de l'avoir posée. Par contre, pour y répondre exhaustivement, là, il va falloir que je fasse une recherche pour vous donner les ressources précises. Ouais. Après, bon, toutes les questions autour du projet de naissance, on peut en avoir vraiment une tonne. Hein. Parce que là, je parlais de la maison quand on fait le socle, enfin, les bases, comment on fait les murs, etc., comment on agence le contenu, la déco, etc. Le projet de naissance, c'est pareil. Quand on va commencer à y réfléchir, on peut se poser la question de... Enfin, avant de réfléchir au lieu, parce que souvent, c'est par là que les couples commencent. Où est-ce que je vais accoucher? C'est la question. Vite, vite, il faut s'inscrire à la maternité, c'est urgent. Alors que, à mon sens, la vraie question de départ, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin et de quoi est-ce que j'ai envie. Parce que là, les directions de recherche ne vont pas être les mêmes. Et pour une femme, ça peut être d'avoir le clé en main. Je ne veux pas me préoccuper, je ne veux pas me poser de questions, je fais confiance à l'équipe médicale
et je laisse l'équipe tout gérer. Voilà, ça peut être un choix. Voilà, je le respecte tout à fait. Par contre, là où j'ai envie d'aider les femmes et les couples, c'est quand ils ont envie de faire autrement, quand ils ont envie de prendre un chemin différent. Et là, il faut vraiment effectivement creuser la question. Si ce dont j'ai envie, c'est tout un accompagnement personnalisé, une présence au moment de l'accouchement, et en même temps, j'ai peur d'accoucher chez moi et il faut que j'accouche à l'hôpital. Voilà, là, il va falloir vraiment bien aménager les choses et c'est possible de le faire. C'est possible de prévoir des personnes pour un accompagnement autour de soi. C'est possible de chercher un plateau technique, c'est-à-dire le ou la professionnelle qui a suivi la grossesse va pouvoir être là au moment de l'accouchement au sein d'une structure. On lui laisse une salle et voilà, c'est la personne de choix qui vient suivre l'accouchement. Ou choisir un lieu de naissance qui soit, entre guillemets, enfin, dans un chemin de réflexion et un chemin de respect autour de la naissance. Parce que ce n'est pas un gage du tout, mais on peut quand même se diriger vers un lieu tel que celui-là, et puis là encore, faire en sorte d'aménager les choses autour de la naissance, mais celle qu'on aura choisie pour soi. Pas partir dans le chemin clé en main, je laisse tout faire, je ne réfléchis à rien, voilà. Donc là, j'ai présenté les deux grands axes principaux vers lesquels on peut voilà, s'orienter, mais il y a tout un éventail de choix possibles, à la fois autour du suivi médical, à la fois autour du choix du lieu de naissance, à la fois de comment on va être accompagné et ce dont on a besoin. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de questions à creuser. Et en plus, c'est des choses qui évoluent tout le long de la grossesse. Donc du coup, les réponses peuvent être dites à un moment donné, posées par exemple sur un papier, et puis 2 mois plus tard, on peut avoir évolué et changé dans son idée. Donc tant mieux. Moi, je pense qu'il faut vraiment évoluer dans son chemin, et puis surtout se donner le maximum de choix. Et surtout pas faire comme moi j'ai fait pour mon deuxième accouchement. C'est-à-dire que pour le premier, j'avais été à l'hôpital en pensant que bon, il suffisait de ne pas vouloir de péridurale et c'était facile, on ne l'avait pas. Sauf que voilà, j'avais pas compris que oui, l'accouchement c'est naturel, mais dans un milieu médical, ben, c'est plus naturel. Et donc pour le deuxième, je me suis dit bah forcément, maintenant que j'ai des infos, je vais réussir. Sauf que j'avais fait le même type de suivi. J'avais l'idée d'accoucher dans le même lieu. Donc en prenant le même train pour la même destination et la même gare, ben, j'ai eu la même chose, c'est-à-dire la fameuse péridurale que je ne voulais pas. Donc oui, pourquoi je disais ça? Parce que s'ouvrir le maximum de choix possible, ça va permettre au dernier moment, si on ne le sent pas, de pouvoir modifier ce qu'on avait prévu. Exemple, si j'avais prévu un accompagnement différent et que au moment où j'étais dans mon bain, je me suis dit « Ah non, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital », j'aurais pu me donner la chance de faire autrement. Pardon. Du coup, si je prends l'exemple par exemple d'une femme qui est chez elle et qui a l'idée, vraiment une idée vraiment bien formatée, de se dire moi je vais accoucher dans l'eau, c'est exactement ce qu'il me faut. On branche tout le système, c'est-à-dire on va gonfler la piscine qui a été réservée exprès, on va brancher le tuyau, etc., mettre de l'eau chaude et tout. Et le temps que la piscine se remplit, eh bien, la dame peut avoir tout d'un coup l'idée que non, non, ça va pas être possible dans l'eau, elle le sent pas du tout. Et là, c'est très facile. C'est pas grave, la baignoire est remplie ou la piscine d'accouchement au milieu du salon est remplie, mais elle en a plus envie, elle change d'idée. Donc, il suffit d'aller ou sur le canapé, ou entre deux chaises, ou dans son lit, ou accroupi, enfin bref, dans la position qui tout d'un coup va être la plus adéquate. D'où l'importance de s'ouvrir à tous les possibles et se donner à la fois le maximum d'ouverture et puis de pouvoir être souple, comme m'avait dit une fois Vanina,
pour la citer, m'avait dit, mais il faut être souple sur les pattes arrière. Voilà. Et c'est un peu la vision du chat. Le chat, quand il saute d'un endroit à un autre, il est souple sur les pattes arrière. Donc moi, j'ai envie de dire aux futures mamans, soyez vous aussi souples sur les pattes arrière et prévoyez un projet qui soit dans les grandes lignes, mais pensez à des voies différentes. Voilà, c'est un peu comme la femme qui a vécu un accouchement à l'hôpital dramatique selon son point de vue et qui se dit moi je veux plus du tout y retourner, plus jamais, je veux accoucher chez moi. Sauf que eh ben, le jour J, stagnation du travail et tout d'un coup on ne sait pas pourquoi, enfin si, il y a des analyses qu'on peut faire. Pourquoi le travail va stagner? Pourquoi la naissance, psychologiquement, ne peut pas se faire à domicile? Eh ben, c'est parce qu'il y a un travail en amont qui n'a peut-être pas été fait, ou il y a un besoin sur le moment de ne pas être chez soi. Chez soi, ce n'est pas forcément le meilleur choix à un moment donné. Voilà. Et il faut avoir prévu là où on peut se diriger, une structure ou un autre lieu, n'importe. Mais il faut avoir prévu, mis dans sa tête les possibilités. Voilà, si je veux changer d'avis, j'ai possibilité de faire ça. S'il y a un souci, eh ben oui, ça peut être l'hôpital parce qu'il peut y avoir un souci. Mais être trop borné dans son choix, c'est une mauvaise idée. Alors je reprends parce qu'il y a des commentaires qui s'affichent. Merci Aurore. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque de possibilités selon les départements. Rester chez soi quand il n'y a pas de sage-femme AAD signifie partir. Oui. Alors, j'arrive pas à lire tout le commentaire parce qu'il ne me l'affiche pas. Mince, c'est pas évident. Oui, alors oui, je suis d'accord. Le souci, c'est qu'il n'y a pas... Alors, oui et non. Tous les choix ne nous sont pas donnés par avance dans tous les départements. C'est-à-dire que des fois, il faut faire beaucoup de routes pour aller dans la structure que l'on souhaite, ou il n'y a pas de sage-femme AAD dans son département. Ça, ok, on est d'accord. Pourtant, il y a des femmes qui se donnent les moyens d'eux. On ne peut pas toujours attendre dans la vie que tous les choix nous soient donnés comme ça sur un plateau. Alors évidemment, ça serait mieux. Évidemment, moi j'aimerais bien qu'il y ait des sages-femmes dans tous les départements pour que les parents puissent faire le choix de l'accouchement à domicile. Ça serait génial, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas rester à attendre et râler. Il va falloir un moment agir. Il va falloir se donner les moyens d'eux. Et se donner les moyens d'eux, ça peut être par exemple, je prends un exemple, mais on peut trouver qu'il est assez particulier ou caricatural, mais on peut l'aménager différemment. Alors je pense à des parents qui voulaient accoucher chez eux, mais pas de sage-femme dans le département. Eux se sont installés dans un camping-car, et forcément, ne sachant pas quel était le jour J de l'accouchement, se sont baladés un peu de manière itinérante dans les 15 jours précédents. Et puis, quand le travail s'est mis en route, se sont rapprochés de la sage-femme qu'ils avaient vue avant, avec qui c'était décidé que l'accouchement se ferait dans le camping-car. Donc la sage-femme, quand elle m'a aussi raconté sa version, c'était assez drôle parce que déjà, c'est un lieu vraiment qui est très petit, qui est très confiné, mais la dame s'est trouvée bien de se mettre dans le mini couloir qu'il y avait, de se poser les deux mains et d'accoucher de son bébé là. Mais c'était l'espace le plus restreint qu'il y avait déjà dans l'espace très confiné et restreint. Mais c'était une belle histoire. Ils se sont donné les moyens d'eux. Et j'ai aussi une autre histoire par rapport à ça. C'est une amie qui, pareil, voulait accoucher chez elle. Elle avait déjà 3 enfants, je crois. Donc c'était une organisation assez dure à mettre en place. Mais j'ai trouvé ça magnifique qu'elle organise d'aller louer un petit studio, un petit appartement chez une amie pour se rapprocher de la sage-femme qui l'avait suivie tout le long de sa grossesse. Donc c'était à 1 heure, peut-être 2 heures de route de chez elle, mais elle a passé la dernière semaine de sa grossesse dans ce petit studio, tranquillou, avec son petit dernier, et puis les autres faisaient des allers-retours. Elle avait trouvé un système de garde. Et elle a pu accoucher. Alors, ce n'était pas chez elle, dans son chez elle à elle, mais c'était dans un chez-soi qu'elle s'était installée. Elle avait créé son nid et la sage-femme est venue pour son accouchement et son conjoint, je ne sais plus, soit il était là les jours précédents, soit il a fait le déplacement, mais en tous les cas, elle a créé les conditions pour son projet.
sans attendre que ce soit possible ou pas. Donc oui, je suis d'accord. D'un côté, c'est dur de ne pas avoir tous les choix, ou même par rapport à une structure, parfois, le plus proche pour une maman, ça va être la structure locale où il y a 90% de péridurale et elle n'en veut pas, donc ça va être un peu compliqué. Et à la fois, en réfléchissant à quand elle va partir, qui l'accompagne, etc., elle peut se donner les moyens d'eux. Et moi, j'ai envie de dire aux femmes, allez, prenez-vous en main et allez-y. C'est comme les maisons de naissance. Les maisons de naissance, il y en avait pas. Il n'y en a pas selon les conditions optimales dans lesquelles on peut réfléchir sur ce qu'est une maison de naissance. Mais pourquoi pas louer un studio ou alors louer un gîte aussi. Je connais des parents qui font ça pour se rapprocher de leur sage-femme. Ou même, cas encore plus, quelque part un peu rocambolesque, c'est le couple qui loue une chambre d'hôte près du lieu de vacances de leur sage-femme. Et l'accouchement se passe dans la nuit, donc la sage-femme est à la plage la journée. Elle est appelée le soir, la naissance a lieu la nuit, elle rentre chez elle le matin à porter les croissants à ses enfants. Enfin, voilà. Attendre que les choses soient là possibles. Non, on peut créer. C'est ce que je disais, hein, créer sa réalité. Allons-y, créons notre réalité. Ce serait intéressant que tu expliques ce qui fait que tu as eu une péri pour tes 2 premiers. L'équipe ne te l'a pas imposé? Alors, non, on ne me l'a pas imposé. Je suis partie dans une structure dite respectueuse où il y avait une grande baignoire, tellement grande qu'il fallait des heures pour la remplir. Non, il y a plusieurs choses. C'est que, d'une part, je suis arrivée trop tôt. C'était juste des contractions dans le bas du ventre. C'était pas un travail bien lancé, bien actif. Genre la machine qu'on ne peut plus arrêter. C'était au tout début. En partant trop tôt, je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. D'abord, j'étais bien chez moi. Je m'étais endormie sur le canapé, mais un peu dans une position un peu tordue. Et mon mari, à cette époque, m'avait réveillée. Donc, j'arrivais plus à dormir après. Et puis, c'était des contractions, mais plutôt des étirements. C'était pas un travail bien lancé, comme je dis. Donc, du coup, ça a traîné en longueur. Voilà, à la maternité, ça a traîné. J'ai pris un bain, on me mettait le monito. C'était chiant. Enfin, vraiment, c'était un début chiant. Donc, ça s'est éternisé pendant je ne sais pas combien d'heures. Il faudrait que je reprenne le dossier. Je n'ai plus le souvenir exact. Mais forcément, après la fatigue, après marre, voilà. Je crois que j'étais à 3 cm de dilatation. Et puis, voilà, les touchés vaginaux, tout ça. Enfin, non, c'était pas... Enfin, c'était galère. C'était galère. J'étais dans le fauteuil, j'étais bien assise et je m'endormais. Et mon ex-mari était dans le lit. Lui, il dormait dans le lit et la porte s'ouvrait, voilà. Et mais qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui devriez être dans le lit et blablabla. Enfin, on était dérangés tout le temps. Donc même en allant dans le bain, ça n'a pas débloqué le travail. C'était galère. Donc du coup, péridurale pour le premier. Et puis le deuxième, un peu les mêmes conditions. Je suis arrivée un peu plus tard, mais ouais, un peu les mêmes conditions. Ce qui est marrant, c'est que ça s'est tout bien accéléré quand j'ai eu la péri et que mon ex-mari est parti. Mais bon. Bon, voilà. Enfin, non, mais c'était un mindset, c'était un état d'esprit. J'étais pas mûre. Hein. J'étais pas mûre. Pour moi, c'est un accouchement naturel. Voilà, il suffit de pas intervenir, mais j'avais pas compris que les interventions, elles étaient inhérentes à la structure même de l'hôpital. Voilà. Donc voilà, on peut avoir l'idée des choses, on peut mettre l'accélération, mais il y a plein de freins qui empêchent l'accouchement de se dérouler, d'avancer, et puis des freins psychologiques aussi. Enfin, ça faisait beaucoup de freins du coup. Hein. Du coup, c'était pas juste être au volant et avec le frein, c'était être au volant avec 10 freins. Donc, non, fallait que je mûrisse. J'étais pas au top. Hein. Mais bon, pour moi, maintenant, ce sont des expériences auxquelles j'ai participé, auxquelles je reste pas dans une culpabilité, dans lesquelles je reste pas par rapport à une culpabilité. Parce que j'ai participé à tout ça. Comment bien se préparer en amont de l'accouchement à domicile?
Pour accoucher à domicile, tu veux dire, Belladonna? Bien se préparer en amont de l'AAD. Dans le projet d'accoucher à domicile, j'imagine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne préparation? Ça, c'est une très très bonne question. Très très bonne. Parce que d'une personne à l'autre, ça ne va pas forcément être la même bonne préparation. Mais je dirais qu'en tout cas, une bonne préparation, c'est une préparation qui va être autre chose que de dire à la maman: ah ok, vous voulez pas être péri, mais si vous voulez, si vous ne supportez plus les contractions, eh ben vous voyez, on vous met là, on vous met la péri, on vous prend en charge. Une bonne prépa, c'est comprendre plein de choses. Voilà, j'ai pouf pouf, c'est comme un engrenage qui se met dans la tête là. Répondre dans les grandes lignes alors. Alors déjà, comprendre que tant qu'on peut dire facilement son numéro de sécurité sociale, c'est que c'est pas le moment où on est vraiment bien dans l'accouchement. Tant qu'on est en capacité de faire, par exemple, un gâteau, de se concentrer sur les ingrédients qu'on va mettre, vérifier la cuisson, etc., c'est qu'on n'est pas encore bien dedans. Donc voilà, pas la peine de se précipiter à l'hôpital, pas la peine d'appeler la sage-femme trop vite. Mais bon, en général, elle entend au téléphone. Quand on est soulagé d'avoir mis son gâteau dans le four et que là, on ne peut plus réfléchir à rien, c'est que déjà, c'est bien lancé. Ensuite, comprendre que bouger en accouchant, c'est essentiel. D'être vraiment dans le ressenti des besoins du corps et de bouger. Juste comprendre bouger. C'est pas forcément de se dire le choix de la position et puis après, voilà, on change de position, on bouge plus. Dire, voilà, hop, là, j'ai changé de position et je bouge plus. Non, c'est être tout le temps dans un mouvement. Ou pas d'ailleurs, hein, on peut rester aussi sans bouger un moment. Mais c'est comprendre qu'il y a un mouvement. Et puis, qui va être là pour nous accompagner. Voilà. Moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, en structure, la sage-femme, elle vient, elle pose le monito, elle repart. Elle vient, elle demande si ça va et elle repart. Ce que j'ai vécu vraiment, qui était très fort, c'est quand une sage-femme te prend, ou un accompagnement autre, ça peut être ton conjoint, ça peut être une amie, une accompagnante, voilà. Mais quand la personne te prend la main, vraiment, et te regarde dans les yeux, et te dit, allez, c'est bon, là, tu vas y arriver, tu vas passer cette contraction-là, ou détends-toi, lâche prise, et vraiment, c'est être en relation avec. Et là, ça change tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ton interrogation, mais voilà, j'ai essayé de donner quelques lignes essentielles. Ensuite, de toute façon, ça ne se passe jamais comme on a prévu, Éléonore. Mais oui, j'ai adoré ton commentaire sur la piscine. Ça m'a rappelé la naissance d'Axel à la maison. Et oui, parce que bon, c'est bien de se faire une idée, parce qu'on réfléchit à ce qu'on voudrait, comment on se projette, ça devient concret. Mais en même temps, on n'est pas dans le moment M, on ne vit pas le jour J. Et il va y avoir plein d'aléas qui vont faire que on va s'adapter au moment. Et c'est ça, être souple sur les pattes arrière, pouvoir s'adapter. On ne va pas se dire ah, mais parce que je suis à 5 cm de dilatation et que ça fait 1 heure que je ne bouge pas, il va falloir que je monte et que je descende les escaliers. Non, ça s'impose. Je me souviens pour la naissance de ma dernière, j'étais sur le ballon, j'étais là, zen, enfin, je sentais que je passais un cap, c'était waouh, super fort. Je me disais, ah, c'est trop bon, ça avance bien, c'était vraiment bon à vivre. Et tout d'un coup, je me suis levée et je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille en bas. Je suis arrivée sur la dernière marche et j'avais toute la petite clique qui me suivait. J'avais ma sage-femme, une stagiaire, mon ex-mari, tout le monde était là, devant, derrière, avec la petite loupiote pour que je ne tombe pas dans l'escalier. Et arrivée à la dernière marche, j'ai dit, ah non, on ne va pas en bas, on remonte. Et pop, toute la clique est remontée, et voilà. Et c'était juste un ressenti sur le moment. Et après coup, quand j'y ai repensé, je me suis dit, c'est génial en fait, c'est faire travailler le bassin juste à ce moment-là, précisément à ce moment-là, c'était super beau. Donc voilà, c'est ça pour moi, être souple sur les pattes arrière. Alors, moi, pour être sûre que ça se passe le plus possible comme je le désire, je compte rester le plus possible à la maison.
J'arrive pas à lire la suite. Ça sera l'accouchement. J'arrive pas à lire la suite sur mon petit téléphone. Oui, 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 le plus possible, bien sûr, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, il faut se dire, oui, mais si j'ai pas le temps de bouger, si j'ai pas le temps d'aller dans la structure dans laquelle je pense aller, il faut être ouvert à tout ça aussi. Voilà. Et se dire, et si ça arrive, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que si ça arrive sur le canapé, parce je suis tellement restée chez moi, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à s'investir dans ce qui va se passer à ce moment-là? Voilà. Et ça aussi, c'est ouvrir tous les possibles. Mais c'est clair que oui, rester le plus possible. Ouais. Et en même temps, c'est bien d'avoir cette idée et c'est bien de se dire, c'est pas évident de voir quel moment est le bon. Il n'y a pas de réponse toute faite là aussi. Mais ça sera un ressenti, voilà, ou un besoin d'accompagnement, ou un besoin d'avoir une information médicale, ou un besoin de plus être chez soi. Enfin, bon, tout est possible. Mais oui, rester le plus possible chez soi. Et je disais, par exemple, quand on fait une recette, un gâteau, à se dire qu'on va avoir quelque chose de bon à manger après l'accouchement, et le partager avec toutes les personnes présentes. Tant qu'on peut faire cette recette-là, qu'on peut se concentrer sur les ingrédients, c'est que voilà, on est dans le début, ça se met en place. C'est un peu, on est en préchauffe. Et puis voilà, si on a réussi à mettre sa recette dans le four et que là, on se dit, c'est bon, hein, je ne peux plus me concentrer, plus cuisiner. Là, voilà, c'est qu'on passe un cap important. Et c'est bien, c'est des bons moments. Quand je parle de préparation en amont de l'AAD, je parle du fait de dénouer certains nœuds dans le cerveau qui peuvent entraîner un blocage psy. Oui. Oui, 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 c'est tout un... Mais c'est ça pour moi le projet de naissance. C'est avant tout un travail sur soi. C'est poser un projet, le travailler et vraiment, oui, se poser des questions, aller creuser. Et moi, par exemple, quand je réfléchissais à l'accouchement à domicile, j'avais vachement peur. Je me disais, ouais, est-ce que c'est dangereux? Et comment travailler sur mes peurs? Enfin voilà, c'était un gros job. Elle est très bien d'ailleurs, parce que du coup, ça permet de faire un travail sur soi-même. Des séances d'hypnose peuvent être bénéfiques. Je copie-colle la suite. Oui, merci. Merci, comme ça j'ai pu lire la suite. Oui, alors les séances d'hypnose. Après, chacun va piocher ce qui va être important. Pour toi, tu parles de séances d'hypnose. Pour d'autres, ça va être le chant prénatal. Pour d'autres, ça va être l'autonomie. Voilà, c'est des ressources. Après, sur ces ressources-là, ça va permettre d'apprendre plein de choses. On peut choisir aussi d'être dans la maîtrise de son accouchement. J'ai vu des vidéos où les femmes sont dans le chant, sont hyper concentrées, notamment Naître enchantée, ou je ne sais plus son prénom. Bref, elle est très très concentrée dans la maîtrise. Et puis, parfois, il y a d'autres femmes qui sont vraiment dans tout le lâcher-prise. Donc, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des ressources pour se préparer pour le jour J, s'en servir peut-être, mais peut-être ne pas s'en servir. Voilà. Et rien n'est grave dans le fait de ne pas s'en servir. Je veux dire, on va se donner des outils. Hein, c'est comme préparer la piscine dont je parlais tout à l'heure. On prépare la piscine, on va préparer de l'eau pour boire, on va préparer un petit encas peut-être. Et puis peut-être qu'on n'aura pas faim, peut-être qu'on va avoir soif, mais on va manquer d'eau, il faudra une deuxième bouteille. Peut-être la piscine, on ne va pas s'en servir. Enfin, voilà. Prévoir des choses, et puis si on ne s'en sert pas, tant pis. Si on en a besoin, eh ben on les a prévues et tant mieux. Voilà. Donc si pour toi l'hypnose c'est important, mais parfait, ça sera ta ressource. Ta ressource et ta bulle d'oxygène pour passer les étapes à un moment si tu sens que c'est trop dur, parce que c'est juste des étapes à chaque fois à débloquer et à passer. Souvent, on peut se dire, à un moment donné, on se sent au maximum. Et puis, eh ben, le corps travaille et on passe une étape supplémentaire. Et on pensait être au bout et finalement, non. On se retrouve avec plein de ressources supplémentaires et ça, c'est très fort à vivre. Voilà.
Donc après, évidemment, le projet, moi je dis voilà, travaillez-y, prévoyez des choses, mais évidemment, on ne pourra jamais tout prévoir. Là où moi j'ai trouvé ça difficile pour mon deuxième accouchement, c'est que je m'étais mis dans une impasse en fait. Je ne voyais pas comment, à part rester toute seule chez moi, et je ne l'avais pas envisagé, je ne l'avais pas travaillé ce point-là. Donc du coup, ça ne pouvait pas être une opportunité de partir sur ce chemin-là. Et j'avais eu l'impression de m'être mise moi-même dans une voie sans issue en fait. Et le projet doit permettre de trouver plein de voies qui soient des chemins à emprunter, mais surtout pas de se mettre dans une voie sans issue. Là, par contre, c'est super dur à vivre. Et un peu comme une fois, je m'étais dit, plus jamais j'accoucherai à l'hôpital. Et je me suis retrouvée dans la position d'accoucher à l'hôpital parce que je ne sentais pas d'être chez moi. Donc en fait, il ne faut jamais dire jamais par rapport à soi-même. Il faut vraiment se donner les ouvertures. Après, il y a le chemin principal avec un choix principal, bien sûr, heureusement. C'est un peu comme se dire on a un projet de maison et il y a un problème qui survient et peut-être on va changer l'agencement de la maison, mais c'est pas grave. On va juste faire un aménagement. Voilà. Une équipe médicale peut-elle refuser de nous donner un bout de placenta ? Oui, mais j'ai répondu à ça tout à l'heure. Pourquoi tu reposes la question, Sophie ? Oui, bien sûr. Ah oui, tu voulais dire, la première question c'était le placenta entier, je crois, et là tu demandes le bout de placenta. Ouais, et je dirais que là, bon, comme je voudrais mettre cette vidéo sur YouTube, peut-être sur la chaîne, ou m'en resservir pour rebondir, j'hésite à dire là en direct, prends un bout et puis voilà, enfin, tu vois. C'est un peu comme la maman qui vient et à qui on dit tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger, et qui a un sneaker dans son sac, tu vois. Ou une petite bouteille d'eau, une mini bouteille d'eau, et elle prend 2 gorgées. Bon, voilà. Entre non, il ne faut pas le faire, non, on vous interdit, et je suis une personne voilà, réfléchie. Et... Bon, je sais pas à quoi répondre. Oui, mais oui, on peut refuser, mais bien sûr, parce qu'il y a un texte, parce que c'est considéré comme un déchet, parce qu'on ne vous laissera pas partir avec, voilà. Mais je sais pas, je suis en train de me dire qui peut voir si on prend un bout, voilà. Bon, enfin, là, il faudrait faire une vidéo sur le sujet. Il faudrait que je vous donne les informations juridiques et il faudrait que j'ai des témoignages en ce sens, voilà. Et là, on pourrait faire un sujet cohérent, parce que ce que je dis moi juste là, c'est pas, voilà, j'ai juste les informations de personnes à qui on a refusé et voilà, ça a fait tout un foin dans le service. Mais juridiquement parlant, voilà, c'est resté en l'état. Mais est-ce que des personnes ont fait autrement ? Est-ce qu'elles sont parties avec ? Non, parties avec, je pense pas quand même. Hein. Parce que là, on s'expose un peu à un risque important. Il y a 20 ans, lorsque nous avons lancé l'idée du projet de naissance, nous avions 2 objectifs, que les femmes s'informent et se réapproprient leur enfantement. Oui, j'arrive pas à lire au-delà, Jean-Claude, parce que si j'appuie, ça ne me met pas le commentaire entier. Je crois que j'ai un écran trop petit avec l'iPhone. Oui, que les femmes donc s'informent et se réapproprient leur enfantement. Oui, le 100% d'accord, puisque c'était vraiment le côté... l'idée principale de toutes les actions lancées depuis 1999. Et moi, j'ai trouvé dommage que les médias s'en emparent et en fassent un sujet biaisé. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, voilà, on en parle à la version Sophie Gamelin, c'est un peu pour plaisanter, mais c'est pour dire, on ne parle pas de birth plan, où on coche les cases, je veux pas, mais vraiment que ce soit, comme tu dis, une réappropriation. Mais je pense que moi, je vais au-delà. C'est pas une réappropriation, c'est une appropriation. Parce que quand on regarde au niveau historique,
Alors peut-être après, moi j'ai pas étudié, je ne sais pas s'il y a des ressources euh, vraiment, enfin, je dirais loin loin dans l'histoire, parce que on le sait, on a des infos juste récentes où justement les femmes ne s'appropriaient pas leur accouchement. Alors soit on leur faisait des fumigations, on leur mettait du beurre dans le vagin, du beurre rance en plus. Il y avait plein de croyances, même sur la position qu'elles devaient prendre, sinon c'était des sorcières. La physiologie, on ne connaissait pas, on n'avait pas les moyens. Enfin bon, c'était un contexte historique, difficile à développer là tout de suite comme ça, à brûle-pourpoint. Mais du coup, aujourd'hui, on la connaît toujours pas. Et la vraie appropriation, à part si on regarde les sages-femmes traditionnelles aux États-Unis, je crois pas qu'ici, en tout cas, on se soit vraiment approprié la naissance, en tout cas pour nous, pour les femmes, je veux dire, pour leur corps. Quand je vois tout ce qu'elles acceptent, enfin même aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, on a bossé pour donner des informations, transmettre plein d'infos, et ben non, il faut refaire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et encore 20 ans plus tard, on y est encore. Peut-être même plus qu'il y a 20 ans encore. Donc l'objectif, hein, du coup moi je l'ai toujours. Donc je reviens là sur des médias voilà, comme des lives, comme bientôt des vidéos, lancer une chaîne YouTube, relancer, voilà, relancer la même machine qu'il y a 20 ans avec les moyens d'aujourd'hui. Alors Pascal, au cas où la naissance doit avoir lieu en maternité. Oui, mais est-ce que tu dis ça par rapport à quelque chose que j'ai dit avant ou au cas où la naissance a lieu? Oui. Et donc, au cas où, peut-être tu as répondu à un commentaire d'avant ou quelque chose que j'ai dit, mais du coup, je ne vois pas ce que je peux répondre à ton commentaire. Oui, donc en cas de naissance à la maternité, tu veux parler du projet de naissance? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux affiner dans ton commentaire? Donc, faire évoluer les pratiques hospitalières, que les équipes entendent les besoins des femmes et leurs compagnons. Oui. Oui, et c'est tout le problème. Le vrai gros problème, c'est que faire évoluer les pratiques, on a essayé avec la phare, l'Océane continue toujours. On a essayé de travailler avec la Haute Autorité de Santé. Quand je vois ce qui s'est passé pour l'épisiotomie, par exemple, c'est à la fois bien et à la fois un peu drame, dans le sens où le Collège national des gynécologues obstétriciens de France a tiré la couverture à lui en disant que les 30% vers lesquels on devait tendre, ben c'était de leur conseil en fait. Alors qu'il y avait eu une semaine mondiale en 2004 faite sur le sujet, qu'on avait mis plein de ressources à disposition des associations et des professionnels, enfin voilà. Donc non, c'est tout à refaire. Et puis faire évoluer les pratiques, le projet de naissance n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un fonctionnement hospitalier qui fonctionne comme une entreprise. Et là-dessus, quand on est juste un couple et qu'on demande un projet de naissance, avec un aménagement, on se heurte à un fonctionnement. Et un fonctionnement hospitalier, un fonctionnement d'entreprise, ça vient c'est deux mondes qui se heurtent de plein front, oui c'est ça, qui entrent en collision. Et du coup, cette collision, elle n'est pas toujours facile. Et faire évoluer les pratiques, ouais, là, je me dis que c'est super compliqué. Par exemple, dans les années 70, les femmes ont massivement commencé à accoucher à l'hôpital. Peu avaient une perfusion. Aujourd'hui, combien sont perfusées au syntocinon? Donc une hormone de synthèse, bon, je ne précise pas tout là. Combien sont perfusées au synto? Enfin, c'est carrément un marché pharmaceutique. Et là, j'aimerais bien développer l'idée d'accoucher bio, parce que du coup, on dit aux femmes enceintes ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger du cru, pas de fromage cru, pas de ceci, pas de cela, mais on va booster leur accouchement. Donc, c'est un peu un discours schizophrène. Mais voilà, bien entendre, je reviens sur ton commentaire, Jean-Claude, bien entendre les besoins des femmes et de leurs compagnons.
Et là, je dirais que c'est une question de personne. Voilà. Ça m'est arrivé de tomber sur des personnes très très fermées, avec qui ça se passe mal. Et il y a plein de commentaires en ce sens sur les forums. Donc je pense que le projet de naissance va permettre de travailler sur soi-même et de pouvoir comprendre ce vers quoi on se dirige et ce qu'on va pouvoir avoir ou pas, par exemple, en milieu hospitalier ou avec une sage-femme libérale, etc. Mais ça ne va pas permettre de changer les pratiques, à mon sens. Ça va questionner des personnes ponctuellement, mais de là à changer les pratiques. Et puis il y a tout un contexte dans un service en particulier, il y a tout un contexte organisationnel qui fait qu'on va peut-être toucher une personne, mais faire bouger une équipe entière, pour ça il faut carrément un audit. Et c'est ce qu'on a pu voir dans certains services où il y a des épisiots à 3%. Alors là, waouh, je dis chapeau quoi. Si on pouvait faire ça partout, ça serait génial. Les parents ont oublié quels sont leurs besoins surtout. Oui, et où ils ne se questionnent pas, où ils vont là où tout le monde va, parce que tout le monde va à l'hôpital, et subissent ce que tout le monde subit, et bénéficient, ou en tout cas pensent bénéficier de la super technologie, alors qu'il y en a trop, et ils trouvent ça bien. Et je pense que moi, on n'a pas encore découvert... comment dire ça, découvert, en tout cas pour une femme, hein, ce qui fait vraiment sa féminité et son pouvoir de décision. Voilà. Par exemple, le dernier live, on parlait de la sortie de la maternité. Aujourd'hui, si je me positionne, voilà, je suis dans un service, je viens d'accoucher, si j'ai envie de sortir à J+1 ou J+2, au lieu de J+3 ou J+5, j'ai le droit, fondamentalement. Je suis une personne, je suis une femme qui vient d'accoucher, j'ai mon bébé, tout va bien, je peux décider de sortir. Et il y a des femmes, je lisais encore ce matin, une femme qui dit « j'ai supplié qu'on me laisse sortir ». Mais attends, tu n'es pas enfermée dans une prison. Tu peux sortir. Alors après, ça peut créer un foin dans le service, etc. J'en ai parlé dans le dernier live. Mais tu peux sortir. Et donc, par rapport à ton accouchement, tu peux décider d'être dans la position que tu veux. C'est pas parce qu'on te dit « ah non, non, vous ne bougez pas ». Ben si. Et ça arrive, heureusement. Même dans des services hospitaliers. J'ai adoré un témoignage d'une sage-femme une fois qui disait, elle était là, elle venait en plus de la chef de service, la femme était à quatre pattes, à côté de la table d'accouchement, par terre. Et elle était en train d'avoir des cris voilà, où l'accouchement est sur la fin. Et la chef de service me dit « c'est quoi ce truc il faut qu'elle se mette sur la table !» Et la femme n'a pas bougé. Donc elle n'a pas attendu qu'on lui dise c'est possible ou lui donner l'autorisation. Elle était à quatre pattes, elle n'a pas bougé. Et l'autre sage-femme qui était là, elle dit « waouh, c'était une naissance magnifique !» Bon, peut-être pas pour la chef de service qui était flippée, mais voilà, parce que ce n'étaient pas les conditions dans lesquelles, etc. Mais il ne faut pas attendre d'avoir le droit de... Et je pense que ce n'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on ne sait pas qu'on a ce pouvoir-là de décision et de faire les choses. Un peu comme des femmes qui sont désespérées en me disant « pas de sage-femme libérale chez moi, je ne vais pas pouvoir accoucher à domicile ». Bah, si tu décides, si, c'est possible. De faire autrement, comme je disais en début de live. Si, c'est possible. Donc oui, ils ont oublié leurs besoins, mais je dirais même au-delà, Audrey. Vraiment au-delà. Alors, la femme s'en remet au corps médical le plus souvent à l'heure actuelle. Et est-ce culturel? Alors, je n'ai pas la suite de ton commentaire, mais oui, c'est culturel, bien sûr. À la fois, c'est culturel. Il y a l'effet de croyance sociétale. Et deuxièmement, il y a l'effet blouse blanche. Et j'en parlais au dernier live, c'est très intéressant. Je remettrai le lien dans les commentaires. Des études qui ont été faites où, je sais plus le nom du scientifique qui a fait ça, où la consigne qu'il donne est effectuée par le sujet juste parce qu'il le lui a dit. Et il se retrouve à donner à impulser de l'électricité chez un cobaye qui fait partie de l'expérience,
mais à des taux très très forts, limite qui pourraient donner la mort. Et le sujet de l'expérience le fait parce qu'on le lui dit. Et il y a plein de femmes qui font, par exemple, des tests médicaux au cours de grossesse sans se questionner sur leurs besoins ou sur ce qu'elles feraient par rapport aux résultats, et si elles en ont la nécessité. Elles le font parce qu'on le leur a dit. Or, c'est pas parce que c'est sur la feuille de soins, il faut le faire, qu'on est obligé de le faire. Donc c'est plus qu'un contexte social, c'est un contexte de comment on réagit en tant que personne. Et je pense que même moi, en étant informée, si je me retrouve dans une situation où on me dit et que je donne le pouvoir à cette personne, bien sûr, je vais le faire. Je ne pense pas être au-dessus de ça. Maintenant, bon, voilà, j'ai quand même, par rapport à l'accouchement, mais je parle en général. Mais après, plus on travaille sur soi, plus on peut être en mesure de se questionner et se dire, mais il m'a dit de faire ça, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que je vais le faire vraiment? Enfin, voilà. Donc c'est plus qu'oublier. Je constate qu'il y a un conditionnement qui a été fait vis-à-vis de la sainte médecine qu'on ne peut pas remettre en question. Oui, oui, c'est un conditionnement, bien sûr, tout est là pour ça. Les pubs, le système de consommation dans les pharmacies, le système de consommation à l'hôpital aussi, la croyance que dès lors qu'on a un problème, il faut agir et faire, ou j'ai mal de tête, il faut que je prenne forcément un médicament, alors qu'on peut aussi essayer de dormir avec un gant de toilette sur la tête, chaud ou froid, en fonction d'un besoin de chaleur ou de froid. Oui, il y a possibilité de faire autrement, mais on ne pense pas à cette façon autre, puisque, comme tu dis, oui, la sainte médecine... Eh oui, le saint pouvoir médical. Et puis, on croit que la médecine va nous sauver aussi. Donc, il y a plein de femmes qui disent, mais pourquoi souffrir? Puisque de toute façon, la médecine est là pour que je ne souffre pas. Bon, mais là, on fera un prochain live là-dessus, parce que je suis en train de préparer un sujet intéressant. Voilà, par rapport à ça. Pourquoi? Lié au projet de naissance, comment réagissent les équipes hospitalières face aux accusations? Ah oui, alors là, j'ai que la moitié de ton commentaire, c'est pénible. Là. Je ne sais pas comment faire, il va falloir que je m'organise autrement. Alors, lié au projet de naissance, comment réagissent les équipes hospitalières face aux accusations de vol actuellement mises à... Oui, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'il y a un gros déni de toute façon, parce que voilà, c'est bien connu, les femmes, elles parlent de violence obstétricale, mais bon, nous, on a fait notre travail, on est blancs comme nos blouses, donc voilà, on n'y est pour rien. Oui, là aussi, c'est un sujet à creuser, un gros sujet à creuser. Et du coup, j'ai pas la fin de ta question, donc je ne sais pas trop comment répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de déni. Il y a du déni du point de vue des équipes hospitalières. Nous, on a fait ce qu'on devait. La mère et le bébé vont bien. Voilà, on les a sauvés d'une situation hyper grave. Et puis, il y a du déni par rapport aux femmes aussi. Quand elles ont vécu une violence, c'est super dur de le voir en face, l'accepter, le creuser. Ouais. Et ça me fait soupirer. Vu ce que je lis, ça me fait beaucoup soupirer parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup œuvré il y a 20 ans et voilà, avec le travail associatif, le travail sur le blog, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est la loi de la peur. Le corps médical fait peur pour garder le contrôle sur le corps des femmes, c'est mon avis. Ne faut-il pas une réelle demande de... Je voudrais bien le... Je peux pas avoir le commentaire entier. Flûte. Oui, et le contrôle, les femmes le laissent déjà dès la première demande de contraceptif. On laisse ce pouvoir et ce contrôle. Oui, oui, oui. Et il y a une super page Facebook qui s'appelle Le Salon des Dames. Et je trouve qu'elle est très intéressante par rapport au féminisme. Mais le contrôle, oui, mais c'est encore l'histoire de l'expérience dont je parlais tout à l'heure. On laisse ce contrôle, on laisse le pouvoir à l'autre, alors qu'on pourrait être dans une démarche de se faire confiance à soi-même. Et c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Se faire confiance alors qu'on est pétri de plein de peurs et des peurs qui ne nous appartiennent pas forcément, il faut les travailler, c'est tout un job. Merci Belladonna, oui l'expérience de 1000 grammes, c'est ça,
petite mémoire des fois. Horrible. Donc oui, oui. Mais je vais remettre les liens. Parce qu'il y a une petite vidéo que j'ai vue il y a 15 jours qui est vraiment... enfin, moi, ça m'a appris beaucoup. Je connaissais les expériences quand j'étais en fac de psycho. Mais là, le voir dans la petite vidéo explicative, je me suis dit, mais c'est exactement ça à transposer à l'accouchement ou au suivi médical. On va laisser le pouvoir à l'autre en disant ah oui, mais moi, mon médecin a dit que, ou ma sage-femme a dit que. Attends, il faut se poser, réfléchir 2 minutes, prendre de la distance, chercher une information par rapport à ça et se poser des questions. Enfin, voilà, c'est vraiment un vrai travail. Et c'est ça pour moi le projet de naissance. C'est tout ce travail-là. Merci tout le monde. Je dirais que c'est bien. Tout le monde a suivi, tout le monde me dit c'est 1000 grammes, c'est 1000 grammes. Oui, 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 je suis d'accord. Accusation de violence obstétricale mise en exergue. Oui, mais là justement, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a tout un mouvement pour dire les choses. Alors que beaucoup de femmes se sont tues à chaque période, hein, je dirais même dans les années 80, il y a des femmes qui ont mis du temps à témoigner. Dans les années 90, elles ont mis aussi en décalage du temps à témoigner. Et puis, nous, on est arrivés dans les années 2000, on a recueilli beaucoup de témoignages, on a transmis beaucoup d'informations, ça a permis à plein de femmes d'accoucher à leur idée, et je trouve ça magnifique. Mais j'aimerais vraiment toucher encore plus de femmes aujourd'hui. Et du coup, ce que je vois, effectivement, on parle aujourd'hui de ces violences obstétricales. Oui, on en parle davantage. Il y a un groupe Facebook sur le sujet. Il y a vraiment des actions de veille par rapport à des publications qu'il peut y avoir. Je trouve que c'est un élan, un nouvel élan encore avec un média disponible, comme un groupe Facebook. Donc je trouve ça très bien. Maintenant, je crois que ta question, Jean-Claude, c'était par rapport à la réaction des professionnels de santé. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas encore de retour par rapport à ça. Je suis plus dans le bain de ceux qui pensent autrement, qui veulent donner d'autres ressources. Et j'ai pas bien d'infos par rapport à ça encore. Mais je trouve que c'est à creuser, effectivement. Et j'ai envie de le creuser. La demande des femmes, Audrey. Ouais. Il faut continuer à semer des graines. Oui, Aurore, oui. Je pense qu'il y a plein de graines qui ont été semées et qui ont porté plein de fruits. Après, voilà, comme les blogs n'ont plus la même audience maintenant et qu'il y a d'autres médias sur lesquels les gens sont, comme YouTube, comme les lives, comme Facebook, un petit peu Instagram, mais dans le domaine naissance un peu moins. Donc je suis d'accord, il faut continuer à semer des graines, oui. Merci pour ton encouragement, parce que du coup, même en posant un live par semaine, quand arrive le dimanche, je me dis, est-ce que c'est bien intéressant de le faire? Est-ce que je vais le faire? Et après, je me booste, je me dis, oui, j'ai posé le live, donc je le fais. Et du coup, voilà, j'ai l'impression d'être la machine à vapeur, là. J'ai commencé juste à mettre le charbon, tu vois. Donc, non, mais là, vraiment, vous me voyez en live. Je suis assez relax, je souris, j'essaie d'avoir les idées qui se suivent bien. Mais non, il y a déjà... ça fait 2 ans que je veux faire ça. Je veux brancher la caméra, j'étais paniquée, je faisais et il n'y avait rien qui sortait, pas de son. J'étais bloquée. Donc du coup, je travaille sur moi aussi. C'est bien, je sème des graines et en même temps, je travaille sur moi. Pour que les femmes reprennent le contrôle et réalisent le fabuleux pouvoir qu'elles ont. Mais oui, bien sûr. Mais moi, je pense aussi aux femmes et je pense aussi aux professionnels de santé. Le fabuleux pouvoir de l'accompagnement. Parce que c'est magnifique. Du coup, quand je me baladais dans les associations locales et que je faisais des conférences, j'avais aussi des retours de sages-femmes qui disaient « Je pense que je vais arrêter ce métier parce que j'ai trop de pression du supérieur, alors que j'aimerais accompagner les femmes autrement. » Il y avait une sage-femme qui disait qu'elle avait, et comme il n'y avait pas d'autre accouchement, elle a vraiment été en empathie avec une femme, à la soutenir physiquement, à l'accompagner dans l'accouchement qu'elle voulait. Et son témoignage, c'était waouh, c'était magnifique. On voyait qu'elle avait donné de son temps, de son énergie, qu'elle avait participé, mais qu'elle en avait retiré aussi beaucoup d'énergie. Le problème, c'est quand l'accouchement était terminé, il y a eu une espèce d'omerta sur toute l'équipe et on l'a dépréciée, on l'a mis de côté. Elle a eu
des mots de ses supérieurs. Enfin, voilà, c'était pas comme il fallait faire. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait selon les autres. Alors que j'imagine que la femme qui a pu avoir ce bénéfice-là au sein d'une structure, elle a dû avoir ouais, cette sensation de vivre un accouchement différent, forcément. Alors, bon, voilà, j'ai très envie aussi que les professionnels puissent dire je peux travailler autrement. Voilà. Et quand c'est un chef de service, c'est génial, parce que du coup, c'est lui qui va tirer toute l'équipe. Mais quand c'est quelqu'un qui a un peu tout le monde contre soi, c'est un peu dur. N'y a-t-il pas trop d'infos et la grande difficulté à faire une synthèse perso? Oui. Et oui, ça c'est super dur. Parce que moi, je me mets à la place d'une femme. Voilà, je suis enceinte aujourd'hui, c'est mon premier. Je viens sur Internet, je vais où? Je pose quelles questions? Il faut que je sache quelle info minimum, je dirais le petit noyau dur d'infos de base pour après prendre mes décisions, pardon, mes décisions à moi. Eh bien oui, ça c'est une vraie question. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre des ressources à disposition comme ça. Ouais. Ouais. Donc là, j'y travaille. Je fais d'abord mon e-book, je le termine cette semaine, j'espère. Et après, je bosse sur ce sujet-là. Parce qu'au-delà du projet de naissance, dire voilà, c'est génial, vous avez un outil, le projet de naissance, ça va vous permettre de travailler sur vous, de travailler vos questionnements. Peut-être c'est bien de se mettre à la place de cette femme lambda et de pas à pas lui donner des clés, mais sans chercher à tout donner, parce qu'on ne pourra jamais avoir toutes les infos. Et même moi, de toute façon, j'ai fait l'expérience en ayant le maximum d'infos, de me retrouver dans le fait de vivre une grossesse en particulier. Je pense à quand j'avais perdu une grossesse à mi-chemin et je me suis retrouvée à dire au chef de service qui me recevait à ce moment-là, de toute façon, il faut passer par la case numéro A et puis vous passerez par la case numéro B et ensuite vous pourrez avoir votre échographie. Et je lui dis mais non, on va faire l'échographie en premier parce qu'il y a un problème. Il a commencé à crier dans son cabinet, à me ramener à la sortie et vouloir me mettre dehors. Je voyais mon ex-mari et le chef de service qui allaient se friter, se battre devant moi. Et moi, je vivais le truc. Et je me disais, non, il y a un problème. Il faut que j'ai cette échographie. Il y a un problème. Et c'était ubuesque. C'était waouh. Malgré le fait d'avoir plein d'infos, je me suis trouvée complètement démunie. Voilà. Donc, vivre les choses dans son corps, dans son histoire, ça sera de toute façon à chaque fois une situation particulière. Et moi, j'ai envie aussi de me mettre à la place de cette femme lambda et de lui donner comme un noyau dur d'informations qui lui permettra de se positionner, de dire voilà, ça c'est mon choix, ou je ne passe pas par telle case pour telle et telle raison, et même à la rigueur, qu'elle n'ait pas à se justifier de telle et telle raison de son choix. Parce que là, j'en arrive à un point, même pour ma vie personnelle, de dire mince, pour rester poli, mince, je n'ai pas à justifier mes choix. Mais là, je pourrais partir pendant 1 heure, mais non, je vais m'arrêter là. Mais ouais, ça je l'ai à cœur, quoi. Non, on n'a pas à justifier. N'est-ce pas le premier rôle d'une sage-femme, bien avant de prendre, attention, ou de faire un toucher vaginal, comprendre les besoins de cette femme-là? Mais oui, 1000 fois oui, 1000 fois oui, 1000 fois oui. Travailler sur ça d'abord, oui, bien sûr. Comprendre les besoins. Et puis les besoins de cette femme-là dans son histoire-là, à ce moment-là, parce que j'ai adoré quand Isabelle Desputier, la sage-femme qui m'a suivie pour les 2 dernières grossesses, et donc j'en arrivais à être enceinte pour la 9e et 10e fois, et elle me disait mais tu dois penser comme si tu étais vierge, c'est-à-dire que voilà, tu as vécu plein d'expériences, mais pour ces expériences-là, ou cette expérience-là, parce qu'elle me le disait à chaque fois, ben c'est comme si tu étais vierge, tu repars de zéro, tu repars sur une grossesse, une histoire, tu vas revivre des questionnements, chercher des réponses, travailler sur d'autres peurs. Et ouais. Et du coup, et c'est ça le projet. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé un projet à chaque fois. Donc j'avais des infos, oui, mais il y avait des infos qui ne me servaient pas pour l'histoire suivante. Il fallait que j'en cherche d'autres. Donc c'était à la fois passionnant, à la fois je trouve que c'est un vrai travail, quoi.
Donc le projet de naissance, non, c'est pas ce que le média va dire en disant « Ah, vous faites votre petit écrit et vous passez votre papier de desiderata à la personne que vous avez en face. » Mais non, c'est un chemin pour soi-même et pour le professionnel qui est en face. Donc voilà, c'est une relation de soins. Et ça, j'adore développer ça. La relation de soins, c'est hyper important. Merci de ce commentaire, Jean-Claude. Mais c'est fondamental, fondamental. Difficile de ne pas se justifier automatiquement de nos choix, comme pour prouver que nous sommes nous sommes pas en train de divaguer. Belladonna, oui, 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 bien sûr. Oui, c'est difficile. C'est difficile, je suis d'accord. Simplement, il faut l'expérimenter une fois. Et je crois qu'après, ça devient un entraînement et ça devient évident de ne pas avoir à se justifier. Et puis, quand on l'a fait une fois dans une relation de soins, à un moment donné de la grossesse, de ne pas se justifier, d'être complètement zen, et le professionnel en face te dit « Ah, mais vous n'avez pas fait ce test-là ?» Eh bien non. Et vous ne dites rien de plus. Et non. Et la personne en face, ah oui, d'accord, oui, bon. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir tel et tel point. Et voilà, c'est passé facilement. Mais plus on va être dans le stress, plus on va être dans se dire, mais comment la personne va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je ne fais pas telle chose ou si je fais telle chose. Du coup, on n'agit pas pour soi-même, on fait pour les autres. Donc non, quand on est enceinte et qu'on vit son histoire, on ne la vit pas pour les autres, on la vit pour soi. Donc oui, c'est difficile, mais non, c'est pas impossible. Voilà. Après, on peut être dans une discussion avec un professionnel de santé, hein, mais pas dans la justification. Tant qu'on est dans la justification, il y a quelque part la petite fille en nous qui veut dire je suis une grande fille, mais si, mais regarde, je justifie mon choix, j'ai des études, regarde, j'ai un dossier comme ça, j'essaie de me mettre en champ caméra, un dossier comme ça, en défaveur de l'épisiotomie. Mais non, c'est pas la question. Si la personne en face, elle veut pas creuser le sujet. Donc je ne suis pas une petite fille, je n'ai pas à justifier mon choix pour que l'autre me comprenne. S'il ne me comprend pas, tant pis. À la rigueur, je peux changer de professionnel aussi. Donc oui, c'est dur. Mais quand on veut avancer, quand on veut modifier des choses, quand on veut ne pas faire peut-être comme la majorité, ok, mais on peut. Alors après, je dis pas oui, c'est super facile, voilà, il suffit. Non, c'est un vrai job. C'est un vrai job. C'est vrai que voilà, on est enceinte, c'est déjà un job physique d'être enceinte, mais il y a tout un job autour qui vient entourer son ventre en fait, l'espace autour de qui on est, comment on est avec les autres, comment on est avec soi. Et moi, je trouve ça passionnant hein, de se lancer là-dedans. Il ne faut pas se dire c'est difficile. Non, non. Ou alors c'est difficile, ok. Et je vais faire que ce soit plus facile. Objectif final prioritaire égale une femme plus un bébé en bonne santé et ou une expérience grandissante de vie, point d'interrogation. Mais tout, mon capitaine, les deux. Le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, si, c'est possible. Si. Parce qu'on dit toujours, c'est pas possible, tu demandes trop. Mais non, non, non. Faut pas demander trop. Faut voir grand. Faut voir grand. Est-ce que vous avez envie de voir grand hein? Dites-moi dans les commentaires. Oui. Moi, j'ai eu envie de voir grand. J'ai pu accéder à ça. Et je dirais même dans les expériences qui étaient ultra difficiles quand j'ai vécu des deuils périnatales. C'était hyper grandissant. Hyper. Et non, j'en parle pas en pleurant. Hein. C'était des drames, c'était des deuils à faire, mais c'était des expériences grandissantes. Parce que j'ai demandé des aménagements, j'ai demandé des choses, je les ai vécues à mon idée. Et en plus, ça a inspiré d'autres femmes. Enfin, du coup, ça m'a re-inspiré après. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux. Et le problème, et je rebondis là-dessus, l'expérience grandissante de vie. Là, on parle d'un concept que plein de femmes n'entendent jamais parler.
elles sont enceintes. Le but, c'est d'être en bonne santé, de survivre, mais pas d'être en relation ni avec soi-même, ni avec un accompagnant. Et du coup, est-ce que déjà, ça va être une expérience? On va essayer que ce soit au mieux possible. On va faire un essai, peut-être sans péridurale. On va essayer d'accoucher par voie basse. On va essayer voilà, c'est toujours essayer. Mais récemment, j'ai écouté une vidéo sur le développement personnel. Et l'intervenant, pour le citer, c'était Max Piccinini, c'est super dur à dire, qui disait, c'est comme Yoda qui dit non, tu n'essayes pas, tu le fais. Et waouh, ça m'a remué, quoi. Tant qu'on est dans l'essai de faire les choses, c'est qu'on se dit que c'est pas possible d'y arriver. Si on les fait, là, on est dans l'action réelle. Voilà. Et du coup, si personne nous dit que ça peut être une expérience grandissante, d'empowerment, une expérience où on en ressort avec de la force, de l'énergie, si personne nous le dit, oui, c'est très difficile d'accéder à cette information-là. D'où l'importance, Aurore, de continuer à semer des graines. Ce n'est pas trop de demander le minimum en laissant la nature faire. Oui, Bellanoda, je suis d'accord. Simplement, quand on accouche en structure, on n'est pas dans la nature. Et comme on vit dans une société qui nous infuse, malgré nous, des peurs, on n'est plus dans la nature. Notre environnement fait qu'on n'est plus dans un milieu naturel. On ne vit plus dans la forêt. On n'accouche plus dans la brousse. Non. Voilà. Ça, c'est... Et donc, le processus naturel, on l'a en nous si on le laisse faire. Mais le problème, c'est qu'il y a le mental. Et deuxièmement, il y a tout un crescendo d'action qui va mettre des bâtons dans les roues à cette expression naturelle et physiologique du corps. Voilà. Tant que le mental fait le frein, et tant que les femmes sortiront de leur domicile, prendront une voiture, un véhicule, viendront dans un milieu hospitalier et à l'accueil, on va leur dire « Votre numéro de sécu, votre dossier est à jour, gna gna gni, gna 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 », on n'est plus dans le naturel. Et c'est hyper dur de dissocier ça et de rester dans son processus lors de l'accouchement. C'est super dur. D'où l'importance d'y réfléchir avant, de s'entourer d'accompagnants qui soient dans un accompagnement différent et de ne pas arriver trop tôt à la maternité, etc., etc. Enfin là, il y a toute la liste. Là. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas trop demandé d'avoir le minimum, quoi. Oui, c'est pas trop demandé de vouloir essayer sans péridurale. C'est pas trop demandé qu'on nous foute la paix quand on est dans son travail, qu'on a baissé la lumière et qu'on vient nous demander « Alors ma petite dame, ça va ?» Comment dire? Là, c'est pas le moment de parler, quoi. Donc oui, c'est pas trop demandé. Mais je dirais qu'il faut demander le pain chez le boulanger, il faut demander le poisson chez le poissonnier, il faut demander une cartouche d'encre ou du papier à la papeterie. Voilà. Et il ne faut pas se tromper d'interlocuteur pour avoir le minimum en question. Voilà. Et enfin, tu finis. Au contraire, c'est rendre service aux professionnels de le laisser spectateur, c'est royal. Et oui, oui, oui. Et le problème, c'est que tout professionnel est formé à faire, pas à ne pas faire. Voilà. À part certains irréductibles, il y a toujours un groupe. Il y a des groupes d'irréductibles, bien sûr, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité. Voilà. Et je suis en train de regarder l'heure et ça fait 3/4 d'heure que nous sommes ensemble. J'ai encore pas vu le temps passer. Donc j'ai encore adoré ce live. J'espère vous aussi. Y a-t-il des études concernant les complications liées au déplacement de la femme en travail? Alors, pas à ma connaissance, mais possible. C'est possible qu'il y en ait. C'est intéressant de creuser le sujet. Ça me fait plein de sujets à creuser avec les questions que vous avez posées. Mais
avec plaisir de bosser ces sujets, bien sûr. Ça serait bien d'avoir des infos, ça serait bien. Ou alors d'avoir des infos sur le déroulement du travail pour les femmes qui restent dans un milieu où elles sont en sécurité, où elles se sentent en sécurité, parce que c'est pas forcément le domicile du coup. Donc c'est un peu difficile, un peu comme étude, parce qu'il y a des femmes qui se trouvent bien chez elles, qui n'auront pas envie de se déplacer. Il y a aussi les femmes, malgré leur désir d'accoucher chez elles, qui ne se sentent pas bien chez elles pour plein de raisons. Soit il y a trop d'agitation, soit elles ne se sentent pas à l'aise, soit leur conjoint, soit... enfin voilà. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment faire des études comme ça? Est-ce que ça donnerait quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc bon, mais 3/4 d'heure, c'est bien déjà. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore ou pas? Ou est-ce qu'on reste là? En tout cas, je vais reprendre tous vos commentaires et peut-être en faire une synthèse aussi avec des ressources précises. Je pense que ça serait pas mal par rapport à tout ce qu'on a évoqué autour du projet de naissance. Ouais. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc du coup, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Et moi, je vais bosser sur une synthèse de tout ça, avec des références aussi, et rechercher par rapport à vos questions. Et puis préparer le nouveau live pour lundi prochain. Et continuer de bosser sur mon e-book, sur des projets justement de chaîne YouTube et tout ça, et continuer à semer des graines. Donc voilà, merci de votre présence. J'ai vraiment adoré ce live encore. Et voilà, et ben en tout cas, continuons tous ensemble à semer des graines d'informations pour que les mamans puissent... Oh Barbara, coucou, mais tu arrives sur la fin. Tu arrives sur la fin, tu vas pouvoir la revoir en replay, puisque je vais la laisser en replay. Et puis, comme je disais, faire une synthèse de tout ça pour continuer de creuser le sujet, continuer à poser et engranger des informations et les rendre accessibles. Voilà. Donc merci encore, merci beaucoup. Et puis je vous dis à lundi prochain alors, j'espère. Et si l'heure ne vous convient pas, si vous souhaitez un autre horaire, dites-le moi dans les commentaires. Moi je trouve que 9h30 le lundi matin c'est sympa parce que ça démarre la semaine. On laisse pour certains les enfants à l'école ou voilà, ils ont leur activité de début de semaine. Et moi je trouve pas mal de commencer un live en début de semaine. Mais dites-moi dans les commentaires si vous préférez un autre horaire, on peut aménager ça aussi. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci encore. À lundi prochain. Bye bye tout le monde.